Nous allons donc avoir cet après-midi deux interventions dans le cadre de la 4e session. Une première de Marie-Geneviève Pinsard, que nous accueillons de l'Université libre de Bruxelles, philosophe, président du Comité national de bioéthique de Belgique, qui va donc nous parler des robots aides-soignants. Et une deuxième intervention dans un second temps de Jean-Philippe Pierron, qui est également philosophe, doyen de la faculté de philosophie de Lyon, et qui va reprendre un thème que l'on a abordé hier matin, qui est celui de l'anticipation entre la prédiction et la prospective, en abordant la question aussi de l'imagination dans ce rapport-là. Marie-Geneviève, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative des organisateurs concernant ces deux journées, et tout particulièrement le travail accompli par Lieko Telek. Je vais donc en 3/4 d'heure, maximum 1 heure, j'espère qu'on me fera un petit signe pour m'arrêter si je suis trop longue, aborder quelques aspects des utopies qui ont été forgées autour des robots aides-soignants et les mettre partiellement en relation avec ce qui se fait actuellement. Je commencerai tout d'abord par le rappel d'une chanson que vous connaissez peut-être, elle est ancienne, hein, c'est plutôt de ma génération. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. C'est un petit peu ce que l'on lit dans la littérature. Et j'aimerais bien faire avec vous ce premier parcours pour nous interroger si vraiment rien n'a changé et s'il y a toujours bien cette ligne de continuité entre ce qui a été imaginé, ce qui a été rêvé, élaboré dans le passé, et puis ce qui est concret aujourd'hui à travers des figures de robots bien réelles. Voici une citation. J'ai les références à votre disposition, bien entendu, de toutes ces citations. Je ne les ai pas mises sur le PowerPoint pour ne pas encombrer la vision. Voici ce que certains disent concernant ce qu'on appelle la nouvelle robotique. D'une certaine manière, la nouvelle robotique n'est rien d'autre que le vieux rêve de l'intelligence artificielle de créer un système artificiel possédant des capacités similaires à celles des êtres humains. C'est juste les moyens et les approches de ce thème qui ont changé de manière significative, loin des idées classiques du raisonnement symbolique. Et évidemment, si on remonte dans le temps et qu'on se souvient du Rossum's Universal Robots de Karel Čapek en 1921, qui est considéré dans la littérature comme étant le point de départ de ce qu'on va appeler la nouvelle robotique, eh bien, si vous vous souvenez de cette lecture, si vous l'avez faite, effectivement, dans ce récit, les robots ressemblent très fortement à des êtres humains. Ils interagissent naturellement avec les êtres humains, c'est-à-dire qu'ils vivent dans leur environnement et tentent de répondre à leurs attentes. Ce sont essentiellement dans l'œuvre de Čapek des robots qui travaillent, qui sont asservis, qui mènent une tâche, des tâches particulièrement ingrates. Alors dans le monde réel, ce qui est décrit par Čapek, c'est sans doute développé, mais dans le milieu industriel, où quand on évoque les robots, on voit immédiatement des chaînes de montage de voitures, par exemple, avec eh bien, des robots extrêmement efficaces qui accomplissent des tâches pénibles et de manière très rapide et de manière répétitive et dans une très haute précision. Il faut attendre les années 1980-1990 pour qu'avec le développement de la recherche en intelligence artificielle, se développent des recherches sur des robots qui pourraient être utilisés dans d'autres domaines que dans le domaine industriel. Alors au départ, c'est une recherche qui se fait essentiellement dans les universités, parce qu'au niveau industriel, on est très content avec ce qu'on a. On a effectivement des machines qui sont extrêmement efficaces et donc on ne cherche pas à les rendre plus intelligentes puisqu'elles doivent accomplir des tâches qui sont souvent des tâches répétitives, des tâches certes précises, mais d'une certaine manière, du moment qu'elles sont réglées, c'est suffisant et tout le monde en est satisfait. Donc les recherches à partir des années 80 vont surtout se développer dans des universités et un nouveau champ de robotique va voir
voir le jour, qui est un chant qui va tenter de repenser le robot à l'aune humaine, en quelque sorte, c'est-à-dire de retrouver des rêves beaucoup plus anciens que ceux de la machine extrêmement performante. Et les premières universités à travailler dans le domaine sont des universités essentiellement japonaises. Vous avez la Waseda University, qui a développé toute une série de robots, les Bois-Bion. Et vous avez également la Honda Corporation qui va développer Asimo ainsi que toute une série d'autres robots. Depuis 2000, il y a un congrès qui est consacré à la robotique humanoïde. Alors on reviendra évidemment sur cette notion d'humanoïde, qu'est-ce que ça veut dire humanoïde, et qui est organisé par la IEEE, qui va développer durant ces colloques toute une réflexion sur les recherches actuellement menées dans ce domaine. Ça veut donc dire qu'en dehors des premières universités, des premières institutions japonaises et asiatiques, le robot humanoïde est devenu un thème de recherche à part entière de par le monde et qui a même son congrès, un congrès qui lui est totalement consacré. J'aimerais aborder les raisons d'être des robots. Alors, les raisons d'être des robots, je n'ai pas choisi le terme de finalité qui me semblait d'une certaine manière trop ciblé, mais les raisons d'être parce que nous allons voir qu'elles sont extrêmement multiples. Et donc, j'aimerais avec vous faire un deuxième parcours qui va nous occuper plus longuement, qui constitue en fait, je dirais, le centre de mon exposé aujourd'hui. Un deuxième parcours du rêve à la réalité autour de ces raisons qui motivent les chercheurs et également les futurs utilisateurs de ces robots. Alors, la première de ces raisons est une raison qui n'a rien de neuf et pour le coup, la chanson « Non, non, rien n'a changé, tout a continué » est bien correcte. Alors, cette raison, c'est la raison cognitive, c'est-à-dire que l'on va s'intéresser aux robots pour apprendre. On va s'intéresser aux robots pour davantage connaître l'être humain. Et je vais ici reprendre un exemple qui est sans doute bien connu, qui est celui de Julia Offray-de-la-Métrie au XVIIIe siècle, avec son fameux homme-machine. Alors, cet homme-machine de la milieu du XVIIIe siècle, eh bien, un homme-machine, ce n'est pas un robot. Tout le propos de ce petit ouvrage, mais important, de la Métrie, est en fait de partir des résultats de la réflexion de René Descartes, à savoir qu'il y a deux substances qui sont autonomes, la substance étendue d'une part et la substance pensante de l'autre, mais de radicaliser en quelque sorte ce dualisme cartésien en prenant appui uniquement sur le pan matérialiste, c'est-à-dire sur le pan matériel. Oui, le corps c'est du matériau. Et dans l'homme-machine, il va même aller plus loin en montrant que ce matériau est de l'ordre machinique. Ce sont des assemblages, ce sont des pièces, ce sont des rouages, ce sont des forces qui agissent dans ce corps, et pas simplement dans le corps humain, mais dans tout corps en tant que tel. Et il va aller encore beaucoup plus loin, la Métrie, en disant, et c'est là qu'il va développer un monisme matérialiste, c'est-à-dire fonder toute sa pensée sur un seul et même principe, un moniste, matérialiste, une seule matière. Tout ce qui existe, absolument tout, est fait de la même manière, c'est-à-dire est une machine et un assemblage de pièces, de ressorts, de forces diverses. Toute la pensée de la Métrie va prendre appui auprès de l'école de Boerhaave. Alors Boerhaave, c'est un médecin, c'est un physiologiste hollandais qui met en avant l'expérience, l'expérimentation. Il travaille non seulement sur le corps humain, mais il travaille sur tout corps vivant, qu'il ouvre, qu'il observe. Il prend des notes, il fait des expériences et ainsi il montre que finalement la question du mouvement qui a préoccupé le XVIIe et le XVIIIe siècle, d'où vient le mouvement des corps? Comment se fait-il que je peux ici lever le bras par exemple, tourner la tête? D'où vient le mouvement? La thèse généralement proposée était que le mouvement était induit par l'esprit. Si je bouge le bras, c'est parce que je le veux.
C'est donc ma volonté, c'est mon intellect qui veut ainsi que ce membre bouge. Avec l'école de Bourrave, suite aux expériences que l'on fait, je passe ici le détail, on va remarquer qu'en fait le mouvement est induit parfois par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'esprit, ou avec l'âme, ou avec quelque chose qui serait différent de la matière, mais que le mouvement peut être induit par des réactions qui sont des réactions physiques ou on dirait des réactions physico-chimiques. Par exemple, c'est l'exemple que donne la maîtrise dans l'homme-machine. L'expérience qu'il a fait avec Bourrave, c'était de prendre un corps vivant, de le déposer sur une plaque chaude, et puis on voit qu'il y a encore quelques petits mouvements de contraction. La preuve, écrivent-ils, que le mouvement, vous le voyez bien, ne dépend pas d'une volonté, ne dépend pas d'un intellect. Donc, il faut non seulement remplacer le dualisme cartésien par un monisme. Il n'y a pas la pensée d'une part, la matière de l'autre, il y a une seule matière et cette matière vaut aussi pour l'esprit. Absolument tout sera de l'ordre de la machine. Alors, évidemment, il va y avoir des degrés, on va y revenir. Il y aura une subtilité dans le processus et dans la constitution de cette machine, mais essentiellement, tout est du même ordre. Nourri de Descartes, nourri de l'expérimentation de l'école de Bourrave, ce médecin, la maîtrise est également au fait des essais et des présentations que fait Jacques Vaucanson de ses automates. Alors, les automates au XVIIIe siècle, il y a toute une littérature qui est développée à ce sujet. Les automates ont beaucoup de succès, pas simplement pour les divertissements, c'est l'époque aussi des fontaines, donc on aime bien tous ces aspects mécaniques. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Vaucanson, à travers différents essais, dont son fameux canard digérateur, comme il le dit, veut montrer qu'il est possible pour un être humain de reconstituer, artificiellement, bien entendu, mécaniquement, des processus qui sont observés dans des êtres vivants. Et l'exemple que vous avez ici sous les yeux est l'exemple de ce canard digérateur qui était capable non seulement de mastiquer, il était capable de voler et il était capable de digérer. Je mets le terme digérer entre guillemets parce que ce n'est pas évidemment une digestion comme on l'entend dans un corps vivant, mais il s'agissait tout simplement de broyer en quelque sorte l'aliment qu'on lui avait donné et qu'il rejetait de manière soi-disant naturelle. Ce canard dont vous voyez ici l'intérieur, ce n'est pas qu'un jeu, ce n'est pas qu'une prouesse technique, ce que cela est à l'époque d'ailleurs, mais c'est aussi tout un projet qui est à la fois un projet ontologique et un projet épistémologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le canard est là pour nous dire, mieux que le canard vivant, ce qu'il en est du canard. C'est-à-dire que l'objet technique va dire mieux que le vivant lui-même ce qu'il est. Et qu'est-il? Il est cet ensemble de rouages, cet ensemble de pièces articulées. L'idée de Vaucanson, c'est de faire la même chose pour l'être humain. Alors, il va avoir différents essais. Il va présenter un joueur de flûte qui a fait grande sensation à l'époque, qui était capable de jouer plusieurs morceaux de flûte avec des gestes, avec des mouvements. Même chose pour un joueur de tambourin. Et l'idée de Vaucanson, c'était de pouvoir créer un être humain qui serait un être humain parlant. Évidemment parlant. Parce qu'une des distinctions anthropologiques, une des distinctions qui marquent l'être humain par rapport aux autres espèces au XVIIIe siècle, c'est pas simplement la capacité de raisonner, de tenir un raisonnement, c'est aussi la capacité de s'exprimer, la capacité de parler. Donc l'enjeu de ce canard, comme de toute la démarche de Vaucanson, qui est également celle sur un plan philosophique de la maîtrise, c'est de créer une machine qui va non seulement nous permettre, nous, êtres humains, de mieux nous connaître que ce que nous pourrions faire dans nos interactions naturelles, mais qui également va nous permettre de nous dire ce que nous sommes. Le canard artificiel est d'une certaine manière pas artificiel, mais il est ce qu'est essentiellement, profondément le canard naturel. Et tout le projet, ce serait de remplacer ce canard par un être humain. Je vous parlais du mouvement,
Je vous disais que la Métrie, avec Bourrave, lors de leurs expériences, ont beaucoup travaillé sur la question du mouvement, parce que c'était ça, évidemment, la pierre d'angle du dualisme cartésien, c'était d'expliquer que le mouvement ne pouvait pas s'autoproduire, que le mouvement avait besoin d'une instance extérieure pour intervenir sur le corps et produire un mouvement. Et ce que la Métrie, avec l'équipe, l'école de Bourrave, ont mis en évidence, et qui a d'ailleurs aussi été développé en d'autres termes par Denis Diderot, c'est l'importance de ce qu'ils appellent la fibre. La fibre comme principe animal avec une propriété qui est l'irritabilité. Alors je vous lis cet extrait qui est très parlant de l'homme-machine. L'homme n'est qu'un animal ou un assemblage de ressorts qui tous se montent les uns par les autres, sans qu'on puisse dire par quel point du cercle humain la nature a commencé. Donc il n'y a pas d'abord un esprit ou quelque chose qui serait supérieur ou transcendant et puis des créations subalternes. Si ces ressorts diffèrent entre eux, ce n'est donc que par leur siège et par quelques degrés de force et jamais par leur nature. Donc pas de différence de nature entre l'esprit, la volonté, les émotions et mon corps. Ce n'est qu'une différence de degré, le substrat est identique. Et par conséquent, l'âme n'est qu'un principe du mouvement ou une partie matérielle sensible du cerveau qu'on peut, sans craindre l'erreur, regarder comme un ressort principal de toute la machine, qui a une influence visible sur tous les autres, et même paraît avoir été fait le premier, en sorte que tous les autres n'en seraient que l'émanation, comme on le verra par quelques observations que j'apporterai et qui ont été faites sur divers embryons. Alors, vous voyez ici toute la méthodologie qui est la méthodologie de l'expérimentation, bien évidemment. Il a ses faits, il a ses preuves, il ne s'agit pas de déduction. Il pense en tant que physiologiste et en tant que médecin, mais bien sûr en dégageant toute une métaphysique et toute une anthropologie également à partir de ses observations. Nous pensons, j'ai encore 2-3 citations pour que vous puissiez situer le propos de la Métrie et en même temps voir un peu comment il s'exprime. Nous pensons, et même nous ne sommes honnêtes gens, que comme nous sommes gais ou braves, tout dépend de la manière dont notre machine est montée. On dirait en certains moments que l'âme habite dans l'estomac. Alors, que veut-il dire par là? C'est que on a l'impression que lorsque nous réfléchissons, lorsque nous sommes capables de tenir des raisonnements, c'est quelque chose qui est plus valable, quelque chose qui est plus solide que les émotions, les sentiments que nous éprouvons. Très souvent, on dit mettez vos émotions de côté, réfléchissez la tête froide, comme on dit. Mais pas du tout, que ce soit les émotions ou que ce soit la raison, tout dépend quoi? De la manière dont on est monté. Autrement dit, si nous avons des défauts, si nous sommes intelligents, nous sommes bêtes, nous sommes empathiques, nous ne le sommes pas, nous avons des capacités physiques ou nous n'en avons pas, ce n'est pas la personne qu'il faut blâmer en disant il est paresseux, il n'est pas moral, il n'est pas vertueux, il se laisse aller, il n'écoute pas. Pas du tout. C'est sa machine, c'est la manière dont il est fait. Ça a donc des répercussions sur l'éducation et on comprendra que l'homme-machine de la Métrie a été extrêmement critiquée. D'ailleurs, la Métrie a dû voyager un peu partout en Europe et son œuvre n'a pas du tout été acceptée. Ça veut dire que l'éducation n'est qu'une couche de vernis. Dès que l'individu, quel qu'il soit, je dis l'individu parce que je parle ici aussi bien de l'animal que de l'être humain, puisqu'on est tous faits exactement de la même manière, machinique mais à des degrés différents, lorsque l'individu est confronté à une situation à laquelle il doit répondre dans l'urgence, le vernis de l'éducation se craquelle et on retrouve quoi? On retrouve cette machine qui répond avec ses possibilités machiniques, ce qu'elle possède, point final. Donc l'éducation, la morale, les sanctions, la prison, ça ne sert à rien, c'est une sorte de vernis social qui permet un certain vivre ensemble, mais profondément, l'être ne s'éduque pas. On peut un tout petit peu arrondir les angles, voilà, pour que les frictions ne soient pas trop fortes, mais essentiellement, on est ce que l'on est. Je continue. Si on exerçait parfaitement cet animal qui est aussi l'être humain, qui est aussi l'être humain, mais n'importe quel animal, qu'on ne vint à bout de lui apprendre à prononcer et par conséquent à savoir une langue,
Il parle ici du singe. Alors, ce ne serait plus ni un homme sauvage, ni un homme manqué, ce qu'on disait de certains grands singes, notamment les orang-outans. D'ailleurs, c'est ça que veut dire le terme dans la langue. Hein. C'est un homme sauvage. Ce serait un homme parfait, un petit homme de ville, avec autant d'étoffe ou de muscles que nous-mêmes pour penser et profiter de son éducation. Des animaux à l'homme, la transition n'est pas violente, les vrais philosophes en conviendront. Qu'était l'homme avant l'invention des mots et la connaissance des langues? Un animal de son espèce, qui avec beaucoup moins d'instinct naturel que les autres, dont alors il ne se croyait pas roi, n'était distingué du singe et des autres animaux que comme le singe l'est lui-même, je veux dire, par une physionomie qui annonçait plus de discernement. Donc, cette conception de la machine, qui est donc une conception unifiante pour tout ce qui existe, nous sommes tous faits de fibres qui sont irritables, et ce sont ces fibres irritables qui produisent le mouvement, et qui nous ont donné l'illusion malheureuse que nous avions autre chose que notre machine, à savoir un esprit ou une volonté. En fait, c'est toujours de la machine dont il s'agit, et c'est ça qui nous permet d'être de la même nature que n'importe quel animal. Comme une corde de violon ou une touche de clavecin frémit et rend un son, les cordes du cerveau, frappées par les rayons sonores, ont été excitées à rendre ou à redire les mots qui les touchaient. Comment parle-t-on? Comment réfléchit-on? Comment mémorise-t-on? Eh bien, de manière mécanique. Et ici, c'est la métaphore de l'instrument, c'est la métaphore de la corde qui mécaniquement est frappée et heurtée par le son et réfléchit une sonorité. L'organisation est le premier mérite de l'homme. L'organisation, c'est quoi? C'est la manière dont nous sommes faits, dont la machine est constituée, dont les rouages se rapportent les uns par rapport aux autres. L'organisation est le premier mérite de l'homme. C'est en vain que tous les auteurs de morale ne mettent point au rang des qualités estimables celles qu'on tient de la nature, mais seulement les talents qui s'acquièrent à force de réflexion et d'industrie. Reconnaissons enfin ce que nous sommes. Nous sommes cette machine. Et cette machine, c'est nous. Le reste est un vernis, et on peut peut-être apprécier ce vernis, le trouver très utile en société, etc. Mais profondément, il y a à s'apprécier tel que l'on est. L'homme n'est pas pétri d'un limon plus précieux, la nature n'a employé qu'une seule et même pâte, dont elle a seulement varié les levains. Il s'ensuit que les animaux formés de la même matière, à laquelle il n'a peut-être manqué qu'un degré de fermentation pour égaler les hommes en tout, doivent participer aux mêmes prérogatives de l'animalité, et qu'ainsi il n'est point d'âme ou de substance sensitive sans remords. L'idée de dire que l'être humain connaît le remords, la culpabilité, qu'il est capable de se réfléchir, qu'il est capable d'être responsable de lui-même, dépend uniquement de sa machine et rien de plus. Certains animaux, et dans le texte la Métrie donne l'exemple du chien, qui est bien connu, évidemment, on peut très bien, on aperçoit que le chien, à un moment donné, sait qu'il n'a pas bien agi. Et on voit par son attitude, les oreilles baissées, il va dans un coin, on voit visiblement qu'il sait que ça ne va pas aller. Donc, le remords, ce n'est pas le propre de l'être humain. À travers tous ces extraits, ces quelques petits exemples que j'ai voulu donner, on voit que pour la Métrie, il n'y a pas de différence fondamentale, essentielle, ontologique entre la machine comme le canard digérateur de Vaucanson, l'être vivant non humain et l'être humain. Tout peut être placé sur le même plan. Et d'un point de vue épistémologique, la machine a un avantage considérable sur le vivant, puisque la machine permet de comprendre le vivant mieux qu'il ne pourrait se comprendre lui-même. Eh bien, cette dernière idée, nous allons la retrouver, bien sûr, formulée en des termes différents, dans la robotique actuelle. Par contre, la première idée, il y a une égalité entre n'importe quel type de machine, n'importe quel type de vivant, et l'être humain ne fait pas exception à la règle. Ça, par contre, c'est une idée qui n'est pas développée, ou je dirais, c'est peut-être encore une phase cachée, quelque chose qu'il resterait à penser dans la robotique aujourd'hui lorsqu'on l'interroge sur ses différentes fonctions.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la robotique sociale, je suis toujours dans la fonction, la raison de connaissance, la raison cognitive. J'ai fait un petit saut dans le temps au XVIIIe siècle avec la maîtrise, je reviens à l'époque actuelle. La robotique sociale a comme tâche de comprendre le fonctionnement humain pour favoriser l'action du robot. Et donc on va voir dans cette recherche une dynamique circulaire où, comme dans le projet de la maîtrise et de Vaucanson au XVIIIe siècle, la machine nous permet de mieux nous appréhender, de mieux nous comprendre, mais en même temps, cette machine, ce robot, doit être conçu de la sorte pour pouvoir bien interagir avec nous. Et donc, non seulement nous allons bien nous comprendre, mais en nous comprenant mieux, nous allons mieux pouvoir réaliser cette machine qui, à un moment donné, va faire partie de notre quotidien, va faire partie de notre environnement. Donc, il y a deux niveaux. Au niveau de la connaissance, qui était celui du XVIIIe siècle, vient s'ajouter un deuxième niveau qui est « il faut comprendre l'être humain pour pouvoir vivre avec lui et ne pas se faire rejeter de lui ». Donc il faut que le robot arrive à, d'une certaine manière, à incarner, si j'ose dire, des compétences, des attitudes humaines pour pouvoir se fondre dans un environnement humain et interagir avec lui. Quels sont les champs d'investigation de la recherche robotique? Tout d'abord, l'action. Alors, l'action, c'est essentiellement, dans les recherches actuelles, une recherche qui porte sur le mouvement. Alors, le mouvement, pour nous semble aller de soi, sauf évidemment lorsque nous souffrons d'un handicap ou lorsqu'on s'est foulé la cheville, tout à coup, le mouvement apparaît dans toute sa complexité. Mais sinon, lorsque nous marchons, nous ne pensons pas à marcher. Nous marchons, tout simplement. C'est extrêmement complexe de marcher. De jeter dans une balle de football, c'est extrêmement complexe aussi. Donc, toutes les recherches concernant l'action sont centrées sur le mouvement. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? Comment arrive-t-on à prendre un objet, à le déplacer, prendre un verre d'eau sans renverser l'eau, etc. Et également sur les interactions. Alors, les interactions, ce sont les interactions entre le robot et l'être humain, mais ce sont aussi les interactions entre robots. Et je voudrais ici prendre un exemple qui est un exemple d'une recherche qui est menée au Japon, puisque le Japon restait tout de même pionnier dans le domaine, et qui était une recherche menée en 2005, dont j'ai ici repris les références, pour un apprentissage qui est un apprentissage alliant la perception visuelle et le déplacement. Quand nous marchons, bien, nous regardons où nous allons et évidemment nous adaptons notre marche aux obstacles que nous rencontrons. Ce qui à nouveau paraît très naturel pour nous est extrêmement complexe à faire à des robots. Alors voici un exemple qui est un exemple de robots footballeurs. Ces robots footballeurs mesurent près de 50 cm. Vous voyez qu'au niveau de la tête, ils ont une caméra. C'est une sorte de cyclope avec une caméra centrale. Et puis tout le reste du corps est articulé. Alors, ces robots pèsent tout de même 6 à 7 kilos et les robots sont capables de reconnaître les couleurs. C'est pour ça que vous voyez que l'un a une couleur orange, l'autre a une couleur jaune et la balle est en fait de couleur orangée elle aussi. Ils ont des senseurs et donc tout l'objectif est d'arriver à ce que ces deux robots jouent une partie de football. Comment fait-on? Alors, comment fait-on? Je ne vais évidemment pas rentrer ici dans les détails. D'abord, ce n'est pas de ma compétence, mais je pense que même de manière simplifiée, cela vaut la peine d'avoir une petite idée de la manière dont ces recherches se mènent. Je pense aussi que ça permet de dégonfler toute une série de peurs et d'angoisses que l'on peut avoir. Je vais commencer par le bas, par l'environnement. Lorsque dans l'environnement, il se passe quelque chose. Lorsqu'il se passe quelque chose, vous allez devoir faire un choix d'action.
de comportement. Même si le choix est de ne rien faire et de rester sur place, il s'agit malgré tout d'un choix. Donc de l'environnement, on va vers un module de sélection, et ce module de sélection, il va remonter vers des modules de mouvement. Alors dans l'exemple simplifié que j'ai donné ici, vous avez en fait 3 modules de mouvement. Dans mon exemple du football, c'est soit rattraper le ballon, soit frapper le ballon, soit s'approcher du ballon. Vous choisissez donc un de ces modules, et puis lorsque vous avez effectué le choix, par exemple s'approcher du ballon, vous allez sélectionner ce qu'on appelle des mouvements primitifs. Et les mouvements primitifs, ils peuvent être extrêmement nombreux, constituer ce qu'on appelle une bibliothèque, dans laquelle il s'agira d'aller puiser les mouvements primitifs qui semblent les plus adéquats pour s'approcher du ballon. Alors, entre les modules de mouvement, s'approcher, frapper, rattraper, il y a un enchaînement qui est un enchaînement qui a une certaine logique, une certaine cohérence. Vous ne pouvez pas frapper le ballon avant de vous approcher du ballon, sinon vous sautez dans le vide, évidemment. Donc il y a des séquences qui sont des séquences beaucoup plus déterminées que dans la sélection des mouvements primitifs. La sélection des mouvements primitifs va vraiment devoir se faire, et c'est là toute la difficulté et tout l'enjeu de la recherche, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on est sur un terrain plat? Est-ce qu'il y a des gravillons? Est-ce qu'il y a une pente? Est-ce que le joueur adverse est proche? Est-ce qu'on le voit arriver? Il court devant nous et le ballon s'approche. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Lorsqu'on a ainsi fait ce calcul complexe de sélection des mouvements primitifs, on va alors répondre à l'environnement. Alors, ce schéma extrêmement simpliste montre que pour une toute petite chose, il y a une prévision, une anticipation tout d'abord de ce qu'on va appeler les mouvements primitifs qui posent problème. Et vous retrouvez ici, je ne vais pas aller dans ce développement qui ne nous occupe pas aujourd'hui, mais une démarche qui avait été une démarche faite par les philosophes du langage qui, à un moment donné, cherchaient les mots primitifs. Et si on avait, Wittgenstein a fait des recherches à ce sujet, et si on avait une sorte de grand catalogue de tous les mots primitifs, eh bien, il nous resterait à faire une combinatoire pour avoir toutes les phrases possibles, et par là même, tout ce qui est possible de penser. Alors, d'une certaine manière, mutatis mutandis, on est ici, avec cette recherche de mouvements primitifs, un petit peu dans le même cas. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un jour le catalogue de tous les mouvements primitifs? Je n'en sais absolument rien, mais la question est ouverte. Et quand bien même, et c'est une question fondamentale, du moment que le robot fait ce qu'on attend de lui. À savoir, si je veux avoir des robots capables de jouer au football, peut-être que je ne dois pas avoir l'ensemble des mouvements primitifs, mais que j'invente 10 000 mouvements primitifs, sont tout à fait suffisants pour accomplir la tâche qui est attendue. Mais donc, il y a reposé ici, et je referme uniquement cette porte, c'était juste une indication, peut-être à travailler également cette volonté de maîtrise et cette volonté de puissance à travers l'analyse des mouvements primitifs, le rêve d'avoir l'ensemble des mouvements primitifs et donc d'avoir finalement à disposition l'ensemble des actions possibles de la part d'un robot et donc, in fine, d'un être humain, puisqu'en fait, ce que l'on fait, c'est analyser les mouvements de l'être humain pour pouvoir les implanter dans le robot. Après l'action, après l'interaction, dont nous avons vu ici quelques éléments, ce qu'on appelle l'engagement. Alors, ce que ce terme recouvre, l'engagement, est quelque chose d'assez flou, qui relève à la fois de la psychologie, des relations sociales, des émotions, du comportement, de la manière d'être accepté dans un groupe. Il y a une étude, celle que j'ai reprise de 1992 par le laboratoire Azada, qui étudie la relation d'attachement de l'enfant à ce qu'ils appellent un caregiver. Alors, c'est toute personne qui va s'occuper de l'enfant, pas simplement les parents ou les éducateurs, mais toute personne qui entre en relation avec un enfant.
Et ils sont partis de deux postulats. Tout d'abord, que pour qu'il y ait une volonté d'apprentissage de la part de celui qui prend soin, je vais l'appeler le soignant pour faire bref, pour qu'il y ait une volonté d'apprentissage à l'enfant de la part du soignant, il faut, c'est leur hypothèse, il faut que le soignant ait l'impression qu'un progrès est possible, donc qu'il ne travaille pas à perte, que réellement l'être qu'il a là, qu'il est en train d'initier, qu'il est en train d'entrer dans ce processus d'apprentissage avec lui, qu'il a un esprit, qu'il est capable de comprendre et qu'il va progresser. Donc, il faut qu'il y ait des attentes quant au développement de cet enfant. Et ce postulat va en fait guider toute une série de générations au pluriel de robots qui vont évoluer dans leur apparence, dans leur constitution, pour que le soignant puisse, à leur égard, développer ce sentiment de « il est intéressé, il y a quelque chose à faire avec lui, il va répondre, il va évoluer, je n'ai pas finalement un tas de ferraille devant moi, mais j'ai quelque chose de l'ordre de l'organique et de l'évolutif, quelque chose de l'ordre du vivant ». Alors, le premier essai, je vais vous donner ici quelques exemples. C'est pour ça que j'étais tellement heureuse d'avoir le PowerPoint à vous montrer, parce qu'évidemment, avoir quelques exemples de robots, ça parle beaucoup plus que de longs discours. Alors, voici un premier exemple de Child Robot with Biometrics Body, où c'est un robot de grande taille, comme vous le voyez, certes, qui montre tout son côté artificiel dans son assemblage, il a malgré tout ce qu'on appelle des degrés de liberté. Alors, il y aurait toute une étude à faire concernant le vocabulaire utilisé. De nouveau, j'ouvre une porte que je referme immédiatement ici. Des degrés de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Des degrés de liberté, c'est en fait un éventail de possibilités. Ce sont des choix. Comme vous avez la possibilité, au niveau de l'articulation de l'épaule, de la lever de haut en bas ou d'aller d'avant en arrière. Voilà, vous avez 4 degrés de liberté, par exemple, au niveau de l'articulation de l'épaule. Et donc, le degré de complexité et le degré de rapprochement du robot sera déterminé en termes de degré de liberté, donc de possibilité de choix qu'il a pour chacune de ses parties. Alors, ce robot, il a été montré en 2007. Alors voilà une photo que j'aime bien. Je me dis, si la maîtrise était là, je pense qu'il aurait applaudi des 2 mains, évidemment. Voilà qu'on ouvre l'intérieur et que voit-on? Pas du tout du sang et des organes, mais la mécanique, la vraie, celle qui montre comment les choses fonctionnent en dehors des incarnations particulières que nous sommes, puisque, selon lui, on est tous faits de la même machine. Alors voilà un autre exemplaire. Alors, l'intitulé aussi, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le choix des noms. Vous voyez ici, ce sont un homme qui peut devenir homme. Il y a l'idée du jardin d'enfants. Ici, on a déjà un robot qui est beaucoup plus petit. Il pèse 27 kilos malgré tout. Il est censé avoir la taille d'un enfant de 5 ans. À titre indicatif, on nous dit qu'il a 42 moteurs et 10 senseurs tactiles. Mais surtout, ce qui est important dans ce modèle de robot, c'est son visage, puisqu'on tente de donner de l'expression. On tente de donner des expressions de satisfaction, de peur, etc. Alors, Nobai, c'est un robot qui, lui, ressemble beaucoup plus à un petit enfant. Ici, normalement, il doit avoir la taille d'un enfant de 9 mois. Et c'est un modèle très précis parce qu'il a encore plus de moteurs et beaucoup plus de senseurs que les autres. Et on lui a fait également une peau de silicone extrêmement douce.
et qui peut avoir de la chaleur. Donc, dans le contact, l'idée est, et vous voyez que la photo est prise avec une femme, hein, il y a tout aussi un biais gender studies hein, que l'on peut faire dans la robotique à travers les noms et les utilisateurs et le type de recherche que l'on fait. Vous voyez que l'idée est que ce robot puisse être pris comme un bébé, comme la petite fille qui était là-bas, hein, qui suit ici cette conférence. L'idée est qu'on puisse faire avec ce robot exactement la même chose et surtout qu'on ait envie de le prendre. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces robots? Bien, on va étudier la réaction de l'adulte, de la dame ici en l'occurrence, à l'égard de ce robot. Et on va lui demander de se comporter avec ce robot comme si elle se comportait avec un enfant de chair et d'eau. Et on va voir qu'à partir d'un certain temps, ben ça fonctionne. C'est-à-dire à partir d'un certain temps, elle se prend en jeu, en quelque sorte. Et c'est là où l'expérience devient particulièrement intéressante, de voir comment elle incite le robot à s'améliorer, comment elle lui apprend certaines choses, quels sont les regards. Et ici, c'est un robot qui non seulement peut tourner le regard, a des paupières, réagit, etc. Donc, comment peut-on mettre en place un robot qui, à partir d'une structure assez rigide, on l'a vu avec les modules et avec les mouvements primitifs, va avoir un espace de réponse qui sera un espace de liberté et un espace d'évolution, évolution qui sera induite par les rapports qu'il aura avec des êtres humains. Alors, la recherche ici menée est une recherche pour étudier la manière de rendre le robot plus humain, que ce petit robot ressemble de plus en plus à un enfant, mais c'est également une manière d'étudier la façon dont des individus se comportent à l'égard de petits-enfants. Et donc, on peut imaginer aussi que ça puisse être étudié utilisé dans des problèmes éducatifs. Par exemple, on sait que certains parents, notamment de toutes jeunes mères, ont parfois des difficultés à entrer en contact avec leur enfant pour toute une série de raisons. On peut imaginer qu'il y ait des sortes d'apprentissage ou des sortes de diagnostics qui puissent être posés avec ce petit robot. Elle n'arrive pas à prendre son bébé, mais peut-être qu'avec un petit robot, on va pouvoir étudier sans qu'il y ait l'enfant qui soit impliqué dans une relation qui peut peut-être être douloureuse pour lui, mais d'étudier le comportement de cette maman et essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est dans le regard, dans la manière dont elle prend le robot, etc. Donc, l'apprentissage se fait des deux côtés. La connaissance se fait des deux côtés, non seulement pour améliorer le robot, mais également pour apprendre de l'être humain et éventuellement intervenir dans les dysfonctionnements d'apprentissage de l'être humain. Alors, un des derniers nés parmi les robots, toujours dans cette optique du robot enfant, c'est Affetto. Il s'appelle Affetto. Naturellement, ça ne s'invente pas, hein, l'affect, l'affection. Il entre dans un projet qui est d'ailleurs financé jusqu'en 2016. Il a l'apparence d'un enfant de 2 ans. Et lui aussi a toute une série de moteurs, de senseurs et surtout un visage qui est particulièrement expressif puisqu'on nous dit qu'il a 20 degrés de liberté dans les mouvements de tête. Ça veut dire qu'il peut être très réactif et de manière nuancée. Donc, nous remarquons à travers ces différents exemples que les robots enfants ont été adaptés sur le plan de la taille, sur le plan de l'apparence physique et également dans l'optique d'une recherche à double visée, à la fois permettre aux robots de prendre de l'être humain des enseignements et également d'affiner son apparence et son comportement, et en même temps de pouvoir juger des comportements humains lorsqu'un humain manipule ce type de robot. La deuxième raison, la première raison dont nous avons parlé, c'était donc la raison cognitive. Je l'avais vu dans le passé avec la maîtrise. J'ai donné ici un exemple avec les robots enfants. La deuxième raison est une raison utilitaire et qui est sans doute une des raisons qui
interroge le plus dans le domaine des soins aujourd'hui, puisqu'il s'agit de travailler avec, et même l'idée est à la place de l'être humain. Parmi la littérature, les textes qui travaillent en ce domaine, la plupart d'entre eux, et c'est aussi intéressant, insistent sur le fait que la présence des robots parmi nous est inéluctable. Alors, je prends un petit exemple, une citation. La vision est qu'à un certain moment, dans le futur proche, les robots soient partout parmi nous. Ils nous aident à accomplir des tâches dans une société de plus en plus complexe, une société qui est de plus en plus confrontée à une population vieillissante, à des problèmes éducatifs, à des désastres, à des maladies, etc. Alors, on retrouve ici de manière très claire toute une stratégie de discours qu'on retrouve autour de toute une série de développements des sciences et des techniques et qui nous dit que c'est la seule solution technique est la seule solution pour résoudre des problèmes qui jamais par ailleurs n'ont pris une telle ampleur. Alors qu'il y ait une population vieillissante qui soit de plus en plus large dans nos pays, ça semble clair. En Afrique subsaharienne, j'en suis nettement moins sûre, évidemment. Donc, une première nuance qu'on peut déjà apporter. Des problèmes éducatifs, est-ce que réellement les problèmes éducatifs sont plus graves, sont plus nombreux aujourd'hui? Ce serait bien une assertion à vérifier. Certes, on a de plus en plus de personnes qui vont à l'école et donc potentiellement de plus en plus de personnes qui vont avoir des difficultés puisque l'enseignement s'est démocratisé, c'est assez normal. Mais s'il fallait retrouver les proportions, est-ce que réellement il y a plus de problèmes éducatifs aujourd'hui que dans le passé? On ne sait pas. Les désastres, est-ce qu'il y en a plus que par le passé? Les maladies, est-ce qu'il y en a plus que par le passé? Donc, il y aurait, et je ne vais pas le faire ici, il y aurait à travailler ce discours, toute cette idéologie qui justifie l'avancée des robots, un peu des discours dans un autre domaine autour des organismes génétiquement modifiés. On nous dit que grâce à eux, on va pouvoir nourrir la planète, ce qui est tout de même très surprenant quand on pense à toute la nourriture dont nous disposons et que nous jetons allègrement. Ici, vous avez le même type de discours qui est un discours généralisant et englobant. Et il s'agit donc, en plus, dans les justifications, il s'agit également d'étudier la perception des utilisateurs ou des futurs utilisateurs pour mieux faire accepter les robots. Alors, là aussi, il faudrait faire une étude, je ne l'ai pas fait, de proportion d'études qui réellement sont détachées de toute implication avec l'industrie ou avec un intérêt quelconque dans le développement des robots, pour savoir si finalement l'ensemble des études qui parlent de ces robots, et notamment des robots humanoïdes, dont je vais dire quelques mots, sont des études qui ont une certaine objectivité ou pas. Là, il s'agirait en tout cas de mener cette recherche. Alors, le robot a plusieurs fonctions. Et je dirais que le robot dans la littérature est ce qu'il fait. Il est ce qu'il fait dans le sens où le robot sera apprécié, sera jugé essentiellement en fonction de sa tâche. Et nous verrons un petit peu plus loin que même dans une étude qui porte sur l'apparence du robot, où on présente aux personnes toute une série de robots, on leur demande ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent de ces robots. La première question est: à quoi ça sert? À quoi sert-il? Il est destiné à quel usage? Et en fonction de l'usage, on va juger si son apparence est adéquate ou pas adéquate. Nous avons donc bien ici une ontologie de la fonction. Et vous avez, ma liste est une liste ouverte, ce n'est pas du tout exhaustif, différents types de robots. Un robot éducatif pour accompagner les enfants, un robot compagnon, un robot ami, copain. Le robot social, j'y reviendrai, c'est celui qu'on va trouver dans le domaine de la santé. Un robot d'assistance qui est là, par exemple, pour soulever des charges lourdes. Un robot de réadaptation. Donc ça, c'est toutes les technologies d'aide physique. Des robots qui vont prendre soin des personnes âgées, plus particulièrement. Vous avez également le robot animal, vous avez le robot domestique, etc., etc. Alors, je voudrais donner un exemple
dans mon parcours du rêve à la réalité, prendre un exemple qui est issu d'un auteur très connu, qui est Isaac Asimov, qui a écrit non seulement des romans, mais également des nouvelles, et notamment un ensemble qui s'intitule Les robots, en 1950. 1950, il faut bien garder la date à l'esprit, dans lequel il développe des sortes de variations autour d'un thème, et ce thème, ce sont les fameuses 3 lois de la robotique. Alors, dans un manuel, évidemment fictif, un manuel de la robotique, 58e édition de 2058 après Jésus-Christ, il énonce ces 3 lois de la robotique, je vais les lire avec vous. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en demeurant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Donc la première loi, c'est que le robot doit protéger l'être humain, de toutes les manières qu'il soit. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Donc toujours la protection de l'être humain. Si je demande au robot de m'aider à mourir, ce robot ne peut le faire en vertu de la première loi qui est dominante. 3. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. Prendre soin de lui parce qu'il est utile et qu'il coûte cher également. Alors je vais prendre rapidement, parce que je vois que le temps file à toute allure, je vais prendre un exemple, une des nouvelles qui s'appelle Robbie. Alors, Robbie, le nom évidemment est déjà un nom programmatique, puisque to rob en anglais c'est voler. Robbie c'est le voleur. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une des rares, voire peut-être la seule, je n'ai pas lu tout Asimov, donc je n'oserais pas dire la seule, mais je veux dire une des rares nouvelles où le robot est encore sur Terre. Sinon, il est généralement quelque part dans l'espace, sur une autre planète, dans une autre galaxie. Ici, c'est un robot qui vit encore sur Terre. Et nous sommes en 1998, dit Asimov, et une petite fille aux États-Unis vit depuis 2 ans avec un robot qui s'appelle Robbie. Alors c'est un robot qui a essentiellement comme fonction d'être bonne d'enfant. C'est un robot qui est chargé de s'occuper de la petite fille. Et on remarque que l'entente entre Gloria, la petite fille, et Robbie est une entente parfaite. La nouvelle décrit tous les jeux, la complicité également entre cette petite fille et son robot. Il n'empêche que cette complicité commence à inquiéter la maman de Gloria, qui trouve que bien, sa fille finalement ne joue plus avec les enfants de son âge, mais elle préfère jouer avec le robot, et que d'une certaine manière, sa petite fille préfère être avec le robot qu'avec ses parents. Et donc la maman fait part de ses craintes et dit mais enfin ce robot il commence tout de même à prendre beaucoup de place, je pense qu'on devrait l'éliminer de la maison. Le père n'est pas tout à fait de cet avis parce qu'il a un point de vue très pratique en se disant ce robot il m'a coûté cher, c'est le meilleur robot de sa fonction, c'est un robot haut de gamme dans le style nurse d'enfant, il est excellent, notre fille est heureuse et en plus le robot est révisé, c'est un robot sécurisé. Il ne peut s'en prendre à notre fille. Je ne vois pas pour quelle raison il faudrait le mettre à la porte. Mais les choses s'enveniment. La maman, finalement, est de plus en plus jalouse de la relation que sa fille entretient avec le robot. Et puis, la fille étant à l'école, les parents se décident et se disent, finalement, allez, on va en profiter qu'elle n'est pas là, on élimine le robot et on va acheter un petit chien. Et Gloria rentre de l'école. Robbie, où es-tu? Pas de Robbie, et puis on entend waouh, un petit chien arrive, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, c'est un petit chien, ton petit chien, un nouveau petit chien. Robbie est parti. Voilà, il ne faut plus y penser, tu as maintenant un joli petit chien, regarde comme il est vivant. La petite fille n'est absolument pas intéressée. Les jours passent, elle cherche partout, elle pleure, se lamente, devient dépressive. Le chien ne l'intéresse pas. On finit par revendre le chien, qui finalement n'intéresse absolument personne. Et puis la vie continue. Mais les parents remarquent tout de même l'enfant est de plus en plus taiseuse et ils se disent on va essayer de lui changer les idées, on va partir à New York.
on va partir à New York, donc on prend l'avion. Et la petite, tout à coup, est contente, elle sourit, elle est joyeuse dans l'avion. Et à un moment donné, elle se tourne vers son papa et dit « Papa, on va voir Robbie ?» Les parents disent « Catastrophe, ça y est, elle revient encore avec Robbie. » Elle dit « Mais non, non, on va à New York, on ne va pas voir Robbie. » Et puis, on visite New York, on va au musée des sciences et des techniques qui présente toute une série de robots. Et parmi les robots, il y a un robot qui est assez extraordinaire et qui est le robot parlant. Et immédiatement, la petite fille va auprès de ce robot parlant. Et c'est là que vous avez cet extrait de la conversation où elle dit « Avez-vous vu Robbie ?» Qui est Robbie? C'est le robot parlant qui répond. Qui est Robbie? C'est un robot. Monsieur le robot. C'est plus comme le petit prince. Hein. Je suis le renard, dit le renard. C'est un robot, monsieur le robot. Elle se hissa sur la pointe des pieds. Il a environ cette taille, monsieur le robot, un peu plus même. Il est très gentil, il possède une tête. Vous savez, il manque un S. Je veux dire que vous n'en avez pas, mais Louis en a, monsieur le robot. Le robot parlant était quelque peu dépassé. Un robot. Oui, monsieur le robot, un robot comme vous. Sauf qu'il ne peut parler, bien sûr, et il ressemble à une vraie personne. Un robot, comme moi. Oui, monsieur le robot. À quoi le robot parlant ne répondit que par un vague argument et quelques bruits incohérents. Le terme générique qui envisageait son existence, non en étant qu'objet particulier mais comme membre du groupe, dépassait son entendement. En toute loyauté, il s'efforça d'intégrer le concept et une demi-douzaine d'enroulements furent brûlés au cours de l'opération. De petits signaux d'alarme se mirent à grésiller. Alors, ce passage amusant est un passage qui rejoint une des questions qui d'ailleurs, on y reviendra fréquemment posée aujourd'hui, de est-ce que le robot sait qu'il est un robot? Est-ce que, c'est toujours cette question-là, est-ce qu'il est capable de savoir qui il est? Sous-entendu, est-ce qu'il a une conscience? Et nous voilà repartis vers la question de la conscience. Vous vous souvenez Descartes, la métrie qui disait mauvaise question de la conscience. Il n'y a pas quelque chose comme la conscience qui existe, il y a un degré de machine qui est sans doute plus subtil qu'un autre, mais tout est du même ordre. Et ici, dans cette histoire, à cette étape-ci, on se rend compte que la relation très étroite que Gloria avait eue avec Robbie était une relation dans laquelle elle ne s'interrogeait jamais sur le statut du robot. Jamais elle ne se posait la question, mais qui est devant moi? Est-ce qu'il sait qui il est? Est-ce qu'il sait qui je suis? Est-ce que nous avons une relation dans le sens où chacun sait qui il est et donc il y a un échange égal, à part égale? Je sais qui je suis, il sait qui il est et donc nous parlons sur un pied d'égalité. Avec ce dialogue, cette question-là émerge, qui est une question d'adulte et qui n'est pas une question de petite fille. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, dans les expériences qui sont faites, un des problèmes qui est en tout cas diagnostiqué comme problème par les scientifiques qui mènent la recherche, c'est que des enfants, surtout en bas âge, ne font pas de distinction et ne posent pas cette question de la conscience. Ils ont une relation directe avec le robot, c'est mon copain, c'est mon ami, et je m'amuse avec lui, et je ne me pose pas la question de savoir si il sait qu'il est une machine et que je ne suis pas une machine, et que tout ça sont des questions d'adultes. Ce qui fait que le développement de la robotique en tant que compagnon est un développement qui peut donner rapidement des résultats, rapidement ses fruits, puisqu'il y a une sorte de faculté d'adaptation de l'enfant qui prend comme ami simplement toute entité qui vient vers lui et qui adopte un certain type de comportement, que cette entité soit vivante ou que cette entité soit robotique. Alors je termine mon histoire tout de même pour vous donner la clé de cette histoire. Donc n'ayant pas eu sa réponse, elle ressort du musée et puis son papa, qui tout de même en a gros sur le cœur de la voir ainsi misérable, l'emmène dans une usine à New York, qui est une usine où des robots fabriquent des robots. Vous voyez l'autogénération du robot. Et tout à coup, dans une salle au loin, elle pousse un cri « Robbie !» et on entend un instrument qui tombe sur le sol. C'est un robot qui s'est retourné brutalement, qui a lâché son outil. Et au moment où Gloria commence à courir vers le robot, voilà qu'un véhicule arrive qui va la renverser. Robbie, voyant ça, profite évidemment de sa puissance, de sa force, s'élance, arrive, l'enlève juste avant que le véhicule arrive et ainsi la sauve d'une mort certaine.
face à ça, les parents disent « Bon, d'accord, il a gagné, il revient à la maison. » Et tout le monde est heureux et la nouvelle se termine bien. Alors, dans cette nouvelle, ce qui est important, c'est de voir la réception, en quelque sorte, du robot par les différents protagonistes de l'histoire. On voit immédiatement qu'il y a une concurrence maternelle, où le robot qui est un robot de distraction, finalement, joue petite maman à l'égard de Gloria. Et la maman se dit, mais finalement, quelle est ma fonction? Donc, toute une interrogation sur le statut de la maman et en même temps le statut de la femme aussi. Est-ce que pour une femme, il serait indécent, indigne, incompréhensible, non éthique, que sais-je, d'avoir un robot qui occupe certaines des fonctions qu'elle a occupées jusqu'à présent auprès de l'enfant? Et quel type de fonction pourrait être acceptée? Puis, on a une autre perspective qui est la perspective du papa. Tout ça est extrêmement clivé sur le plan des genres, évidemment. Le papa qui est plutôt technicien, qui comprend toute la complexité de la machine et du robot, qui voit que c'est un bon achat et qui donc, lui, est en faveur d'une grande efficacité et qui va soutenir sa fille aussi et pour lequel les relations affectives avec le robot ne posent pas de problème. Et puis, il y a l'entourage, les voisins, qui ont peur des robots. Dans l'histoire, on apprend que les robots sont interdits de déplacement dans la ville, parce qu'on en a peur. Et pour la petite fille, enfin, pour lequel le robot est un compagnon. Et donc, on peut trouver, je m'arrête ici autour de Robbie, on peut trouver dans cette littérature toute une série d'éléments qui sont des éléments, nous allons le voir, qu'on retrouve aujourd'hui dans les projets développés autour de la robotique. Alors, je vais prendre ici deux exemples pour terminer. 10 minutes? D'accord, ça va. Je vais passer, puis éventuellement j'entrerai dans le détail si vous avez des questions. Alors, une première étude, en fait, qui travaille sur la perception des membres d'un personnel d'un service de réadaptation. Et on a interrogé ces personnes sur leur perception des robots. Alors, il y a tout d'abord une question qui s'est posée à ces membres du personnel du service de réadaptation, qui est la possibilité que le robot exerce une tyrannie ou soit tyrannisé. Donc, une des questions principales qui s'est posée était la question du rapport de force, du contrôle, de la maîtrise. Est-ce que le robot sera, comme dans l'ouvrage de 1921 de Carol Capek, celui qui est soumis, l'esclave? Est-ce qu'on pourra le tyranniser ou pas? Alors, certains vont dire que puisque le robot n'éprouve pas de sentiments, il peut être tyrannisé. D'autres disent qu'en fait, si le robot a un certain degré de développement cognitif, si le robot est capable de comprendre certaines choses, lui causer tort, c'est véritablement mal agir. Mal agir parce qu'il y a un minimum de respect à avoir à l'égard de tout objet en tant que tel, qu'on ne peut pas comme ça casser par plaisir, détruire par plaisir. Et en plus, si cet objet a un degré de complexité suffisamment élevé, il mérite au moins notre respect, c'est-à-dire dans la protection de son intégrité. On ne peut pas le casser ou l'endommager. Certains vont dire que, et ça c'est aussi intéressant, que en fait le robot, s'il est à un moment donné tyran, il ne l'est pas de son propre chef, mais il l'est parce que sa programmation l'a voulu ainsi. Et donc, s'il est tyran, c'est que son programmateur lui-même voulait qu'il soit tyran. Donc, la responsabilité doit être recherchée au plan de l'origine. Et ce n'est pas, s'il y a une responsabilité, en tout cas, ce n'est pas une responsabilité à chercher auprès du robot, mais auprès de son concepteur. Donc, il y a dans la littérature tout un développement autour de cette question de peut-on mal se comporter à l'égard du robot? Qu'est-ce que ça implique? Il y a des personnes qui défendent des droits du robot en disant qu'atteint un certain niveau de développement, de perception, voire d'expression d'émotion, bien ce robot a des droits, et notamment le droit de ne pas être maltraité, par exemple, et d'autres sont d'un avis opposé. Se développe ce qu'on appelle la robothérapie,
qui est un champ, je cite, de la robotique qui tente d'appliquer les principes de la robotique sociale pour améliorer l'état psychologique et physiologique de personnes souffrant de handicap. Alors, c'est là où les personnes interrogées, le membre du service de réadaptation, a mis en évidence 6 dimensions de base dans la perception qu'elles avaient des robots humanoïdes. Donc, à ce stade-ci, des robots humanoïdes sont des robots qui ressemblent à l'être humain. Tout d'abord, il y a la dimension de l'utilité. À quoi servent-ils? Deuxième dimension, qui est la maladresse du mouvement. On va y revenir. Ces robots n'atteindront jamais la finesse de geste d'un être humain. Or, cette finesse de geste est très importante, surtout pour des personnes qui souffrent d'un handicap. La possibilité de communication, qui ne sera jamais aussi riche, aussi complexe, aussi fine qu'avec un être humain. La contrôlabilité du robot, est-ce qu'il ne va pas mal doser sa force, par exemple? La vulnérabilité des deux, du robot tout autant que de la personne qui est soignée. Et enfin, l'aspect de contact, qui est la dureté objective du robot. Une autre étude, elle va s'interroger sur la représentation et la perception de personnes âgées qui souffrent d'une légère déficience cognitive et qui vivent à la maison. Alors, ces personnes, lorsqu'on leur a présenté, je vais vous donner un exemple, celui de Mamoru, lorsqu'on leur a présenté toute une série de robots, il y en avait 27, on a présenté également des vidéos, on voyait les robots en mouvement se sont exprimés. Et en fait, on a remarqué que des robots comme celui de Mamoru et d'autres robots, Eve, Paro et d'autres, sont des robots qui ont la cote. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits. Parce que généralement, les personnes les trouvent amusants. Les chercheurs disent, face à ces robots, la première réaction est généralement un rire, voire un sourire, mais en tout cas une attitude positive. Et surtout parce qu'on considère que ces robots sont un peu comme des objets familiers augmentés. C'est-à-dire, certains parlent d'un petit pot à thé, petit pot à café. Voilà, il ressemble à un petit objet, un petit pot, mais avec des capacités différentes. Donc, il y a un côté familier, sécurisant, quelque chose que l'on connaît, en plus avec des grands yeux, avec un côté petit. On se dit, il est petit, je vais bien pouvoir le maîtriser, hein, il ne va pas me prendre dans ses bras et m'écraser. Pas du tout, c'est quelque chose qui est petit et dont je peux avoir le contrôle. Donc, les robots qui ont cette configuration-là et qui sont des robots évidemment de compagnons ou de distraction, ne sont pas des robots qui peuvent aider les personnes, sont généralement des robots qui sont bien acceptés. Par contre, pour les robots humanoïdes, les choses sont très différentes. Les robots humanoïdes, ce sont donc ceux qui ont une apparence humaine avec un torse, les membres, etc. Je vais donner ici quelques exemples donc de ces personnes, certaines avec de légers handicaps cognitifs. Elles disent, de toute façon, je préférerais une petite machine plutôt qu'un simulacre. Le moins humanoïdes ils sont, au plus je les aime. Ces robots, donc les robots humanoïdes, sont des caricatures d'êtres humains. Ce désagréable aspect de faux humain. Donc, le rejet, c'est parce que ça ressemble. Et donc, il y aurait à travailler toute cette notion de ressemblance et de simulation. À partir de quand la ressemblance, à la place d'être quelque chose qui attire, devient quelque chose qui un sentiment de rejet, de peur, de crainte. Concernant le robot Nao, qui est aussi un robot humanoïde, mais un peu plus grand que les autres, une autre personne va dire, c'est un autre point de vue, il est comme un être humain, mais il ne copie pas complètement l'être humain. Il est plus créatif d'une certaine manière. Et je trouve ça très intéressant, ça mériterait vraiment d'être creusé, parce que ce que cette personne a perçu, ce n'est pas tellement le fait qu'il devrait soit complètement ressembler à un être humain, au point qu'on n'arrive plus à déterminer ce qui relève proprement de l'être humain, ce qui relève du robot,
où on n'est pas non plus dans la prise de position. Il faut toujours qu'il reste une petite différence, une marque en quelque sorte. Hein. La marque de fabrique, attention, ceci est un robot, vous le voyez bien parce qu'on a laissé une petite déficience. Il n'est pas tout à fait comme nous. Ici, ce que cette personne met en évidence, c'est le côté créatif. Et ça me semble un bon bout pour envisager les robots. Qu'est-ce que les robots peuvent nous apporter en termes d'invention, de créativité dans les modes d'être? Parce que c'est un autre mode d'être qu'il nous présente là. Au niveau des modes d'être, au niveau des comportements, qu'est-ce que cela implique pour nous, dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation à autrui? Notre citation: si moi-même ou un membre de ma famille avions besoin de soins suite à un handicap, je voudrais qu'un être humain prenne soin de moi. Je mérite cela. J'aurais besoin de pouvoir parler avec celui qui prend en compte mes besoins. Les robots ne soignent pas les gens bien. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'idée que le robot pourrait être une sorte de soins de seconde zone, de soins de seconde catégorie. Je n'ai pas les moyens de me payer un être humain pour venir s'occuper de moi, donc je vais prendre une machine. Ce n'est donc plus la technique vue dans sa complexité, dans ses coûts, des soins extrêmement coûteux parce que extrêmement exigeants en moyens techniques qui font que seule une élite fortunée ou des personnes vivant dans un pays où il y a un soutien social extrêmement important peuvent bénéficier de soins émanant de ces techniques extrêmement pointues et très coûteuses. Ici, c'est complètement l'inverse. C'est la machine servirait en fait aux défavorisés, à ceux qui ont des problèmes socio-économiques. Et donc, ceux-là n'auraient pas droit à une attention humaine. Les robots ne soignent pas les gens bien. Alors, il y a tout un développement, je ne vais pas ici entrer dans les détails par manque de temps, mais il y a tout un développement sur ce qu'est soigner. Ce qu'est soigner, dira quelqu'un, c'est par exemple sentir qu'à un moment donné, il faut toucher, il faut prendre une main, par exemple. Est-ce que le robot est capable de ça? D'avoir cette perception, ce sentiment que ce sera ça le geste adéquat. Est-ce que uniquement prendre la température, prendre la pression sanguine, aider à prendre le bain, est-ce que c'est suffisant pour avoir une relation? Est-ce que ça va combler la demande relationnelle d'une personne ou pas? Est-ce que pour des personnes qui ont des problèmes cognitifs, il n'y a pas un danger de confusion entre le robot humanoïde et une personne réelle? Alors que justement tout le travail du personnel soignant, disent certains, est d'essayer de maintenir ses capacités cognitives actives le plus longtemps possible, en multipliant les contacts avec des incitations. Est-ce que finalement ce robot qui va prendre soin de tout ne va pas réduire encore davantage l'autonomie de la personne et ne va pas la renforcer dans sa confusion qui est déjà grande, alors que la présence d'un être humain serait là pour toujours chercher à mettre la personne en action plutôt que de la rendre passive et à chercher à ce qu'elle-même se positionne comme un être humain face à un autre être humain, qu'elle puisse toujours garder cette distinction bien claire en son esprit. Et je terminerai par quelques questions à poser et à se poser. Qu'est-ce que le robot soignant signifie pour la compréhension de la place de la technologie dans nos vies et pour les personnes qui travaillent dans le domaine des soins de santé? Je pense que le robot pose cette question-là et on peut l'élargir, pas simplement au robot, mais à la place de la technique de manière générale. On sait qu'il y a déjà des tas d'expériences qui se font pour vivre sans objet technique, comme il y en a qui vivent sans électricité, sans ceci, sans cela. Nous avons vécu jusqu'à présent sans robot, mais le robot, est-ce qu'il ne vient pas, si je puis dire, incarner en une forme différente des choses qui existaient déjà dans nos vies par ailleurs, mais sous une autre forme? Et donc, est-ce que toutes les craintes que nous formulons autour du robot sont bien toutes fondées, ou est-ce que nous n'avons pas compris qu'il y a toute une série de fonctions, de manières d'être, de modes d'être, qui étaient déjà les nôtres, mais pris en charge par des instances différentes, qui sont maintenant réunies par cette forme unique qui est le robot, et que c'est peut-être ça que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas pris la mesure. C'est une question ouverte.
Qu'est-ce qu'un robot pourrait nous apprendre sur la tyrannie? Je vais reprendre l'exemple puisque ça avait été cité par le groupe interrogé. Celle que nous exerçons de manière générale et en particulier dans le cas d'une manipulation inadéquate du robot. On retombe là sur l'utilisation du robot à la maîtrise, c'est-à-dire le robot qui nous permet d'avoir des informations sur nous-mêmes. Si un robot interagit sur le plan émotionnel, comment les êtres humains peuvent-ils savoir de quoi le robot est capable une fois programmé? Autrement dit, il y aurait, et c'est une question qui est pas simplement une question posée pour la sécurité du robot, mais également sur un plan éthique. Est-ce que sur un plan éthique, on ne doit pas, lorsqu'on a le robot, avoir une sorte de formulaire, de mode d'emploi disant ce robot peut aller jusqu'à, comme vous avez une voiture, hein, on vous dit votre voiture, la vitesse maximale, c'est autant, elle peut faire autant de kilomètres, elle peut avoir telle et telle capacité, etc. Comme pour un objet, hein, vous avez un descriptif des capacités d'un objet. Est-ce qu'il serait nécessaire, sur un plan éthique, d'avoir la même chose? C'est-à-dire, ce robot est capable d'éprouver telle chose, mais dans tel type de situation et pas dans tel autre. Comme on pourrait dire, il est capable de soulever 60 kilos. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel pour le robot? Est-ce qu'il s'agirait là d'une obligation éthique pour l'utilisateur? Et enfin, deux dernières questions. Si l'on donne le statut ontologique de social à un robot, puisqu'on les appelle des robots sociaux, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie qu'avoir une relation sociale? Toute une discussion est engagée pour savoir si social n'implique pas nécessairement dans une interaction que les partenaires puissent interpréter le monde en termes de leur propre expérience. Et il y a dans la littérature de très nombreux articles sur cette question-là. Est-ce que réellement le terme social est adéquat ou est-il illusoire ou veut-il nous leurrer? Il ne s'agit pas d'une relation sociale, parce que pour avoir une relation sociale, il faut avoir une expérience de soi. Ou alors on peut prendre la question par un autre bout en disant il n'y a de relation sociale que ce que je décide est une relation sociale, ce qu'était la position de la petite Gloria dans la nouvelle d'Asimov, qui avait décidé que son robot Robbie était son compagnon et elle ne s'interrogeait pas davantage. Et enfin, jusqu'à quel point les développements du robot social doivent-ils être menés? C'est-à-dire jusqu'à un robot agissant conformément à un programme intelligent ou jusqu'à un robot évoluant au-delà du programme intelligent. C'est-à-dire, ça rejoint un peu une des questions de la dia précédente, ce robot, est-ce que nous attendons de lui des capacités, des compétences définies et définitives? Il n'ira pas au-delà de cela. Ou au contraire, est-ce que tout l'intérêt qu'il représente pour nous est qu'il devienne un robot, pour reprendre le terme de l'exposé précédent, de précision, dans le sens personnalisé, c'est-à-dire un robot qui puisse véritablement s'adapter, se mouler en quelque sorte dans le mode d'existence de la personne qui le possède, et que cette faculté d'adaptation serait essentiellement ce que nous attendons de lui. Mais bien sûr, alors, au-delà de la programmation, puisqu'il aurait précisément ce champ de liberté qui lui permettrait de s'adapter à notre monde de vie. Voilà donc quelques questions pour terminer. Et voilà, je me tiens à votre disposition évidemment pour tout échange. Je vous remercie beaucoup.